Les enjeux liés à la cybersécurité sont-ils bien compris au Sénégal? Quelle protection pour les infrastructures critiques? Quelle sensibilisation? Quel impact de la stratégie cyber du ministère des Télécoms? La Sénélec, tentée par les télécommunications, que devient le projet? Pour en parler ce dimanche 30 janvier, Souley Gueye, conseiller technique du directeur général de Sénélec en charge des systèmes d'information, grand connaisseur de la question, il se prononcera également sur la domotique et la collaboration avec les startups. À suivre ce dimanche, après les éditions de 7h et 12h sur e-radio, e-tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous avons l'immense honneur de recevoir ce dimanche un Domou Baye, Souley Gueye. Bonjour. Bonjour Ousmane. Mais pourquoi Souley et non Souley ou Souleyman? Est-ce qu'on a dû omettre le reste? On me l'a toujours dit, Souley c'est un nom typique de Matam, carrément, là d'où je viens de Ganguel Souley. Alors tous mes parents que j'ai connus, mes homonymes sont des Souley, alors pas des Souleyman. Alors je pense que vous comprendrez aisément, vous qui êtes tout couleur aussi. Tout à fait, merci d'avoir accepté notre invitation. Souley Gueye et non Souley ou Souleyman Gueye, vous êtes diplômé en informatique industrielle à Moscou dans les années 90. Moscou comme destination dans les années 90, ça se comprenait très bien, ce n'est pas comme aujourd'hui. Oui, ça a beaucoup changé à l'époque. On était à l'époque du changement, de la perestroïka. Ces changements, on les a vécus dans la chair. On est parti alors qu'il y avait le régime communiste à l'époque. Et je pense qu'on a vécu Gorbatchev, on a vécu Poutine. Donc tous ces changements nous ont trouvés là-bas. Ça a dû influencer un peu votre trajectoire intellectuelle comme d'autres à l'époque aussi? Non, quand je partais, je ne savais absolument rien de Moscou. J'avais une bourse pour faire les mathématiques. Et je savais qu'à Moscou, on pouvait faire les mathématiques et on pouvait en sortir. J'ai beaucoup appris avec Souleymanian, l'ancien recteur de l'université, qui m'a poussé à aller faire les mathématiques en Russie. Expert en système d'information aujourd'hui, vous êtes le conseiller technique du directeur général de Sénélec, conseiller technique en SI, comme on dit dans le jargon, en système d'information. Vous êtes passé par TradePoint, les médias également, avec un groupe que l'on connaît très bien au Sénégal, notamment quand on parle de télévision numérique terrestre, Excaf Télécom, la SECNA également. Est-ce que, pour rester un peu sur les questions préliminaires avant de rentrer pleinement dans cette interview, est-ce que d'un côté, quand on a le conseil technique en SI et de l'autre la direction des systèmes d'information, ce n'est pas redondant quelquefois, un conflit de rôle parfois? Absolument pas. Je pense qu'il faut un regard critique des projets. Il faut avoir une approche facile pour parler avec les DSI. Il faut aussi savoir transcrire ces projets techniques carrément dans un langage audible et compréhensible très simple pour le DG. Voilà, c'est parti. Donc, cette émission, le numéro de ce dimanche qui reçoit Souley Gueye, directeur pas directeur des systèmes d'information, conseiller en SI du directeur général de Sénélec. Sénélec, infrastructure critique au même titre que Seno et tant d'autres sociétés et ou administrations. Qu'est-ce que ça implique d'être catégorisé comme tel d'un point de vue cybersécurité? Je sais qu'on en parle beaucoup ces jours-ci. Ousmane, encore une fois, merci pour l'invitation. Je pense que, comme vous le savez bien, les secteurs d'importance vitale sont essentiellement ceux en rapport avec les activités régaliennes de l'État, que ce soit l'armée, la police, la santé, mais aussi ceux relatifs à l'énergie, au transport ou encore aux communications électroniques. Or, je vous l'apprends pas, vu sa position stratégique, Sénélec est devrait être en tête de liste des opérateurs d'importance vitale au Sénégal. C'est fait par des Sénégalais pour des Sénégalais dans un environnement sénégalais, 100% sénégalais. Alors, donc à ce titre, son système, je pense, son système de sécurité devrait répondre à un certain nombre d'exigences dictées par l'organe national de sécurité. Cet organe, je ne sais pas s'il existe, mais quand même, il faut le créer. Je pense que en grosso modo, il est important de protéger les EIV car c'est une mission régalienne et un enjeu stratégique prioritaire. On ne le souhaite pas, mais, oui. L'indisponibilité du système d'information industrielle de Sénélec serait particulièrement préjudiciable à la nation et à ses concitoyens. Et à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau national, je pense qu'un arsenal
législatifs et réglementaires devraient être mis en œuvre par l'État afin de renforcer la protection des systèmes d'information des OIV. C'est pour cela, dans tous les pays qui se respectent, le Sénégal y compris, la protection des OIV et des opérateurs de services essentiels est du ressort exclusif de l'État. Il ne faut pas oublier protéger et sécuriser les SI de l'État. C'est une obligation majeure et par conséquent un enjeu de souveraineté nationale. Voilà. Oui, on parle beaucoup, bien évidemment, de cybersécurité. Ces jours-ci, je l'ai rappelé tout à l'heure, et nous avions eu l'honneur de recevoir d'ailleurs dans cette émission le jeune Sénégalais Ahmad Kama qui avait hacké la fameuse Tesla 3 du milliardaire sud-africain devenu américain et canadien à la fois, Elon Musk. Aujourd'hui, est-ce que nos politiques comprennent, est-ce que nos autorités comprennent? Parce qu'on a beau être conseiller technique, on a beau être directeur de système d'information, si à un niveau supérieur, on ne saisit pas les enjeux, c'est difficile finalement que les plaidoyers et le conseil passent. Oui, conseiller, c'est un rôle très difficile parce que des fois, il faut reprendre les termes techniques en langage beaucoup plus facile, compréhensible par la personne à qui on conseille. Alors, vous avez parlé d'attaques, j'en reviens, c'est très important, c'est un sujet très croustillant. Les attaques cyber ne sont pas l'apanage des secteurs, des autres secteurs. Les OIV aussi sont visés, attaqués, et ceci constamment. Seulement, les OIV sont bien préparés. Il faut comprendre que dans les OIV, en plus de l'informatique traditionnelle, il y a ce qu'on appelle l'OT. L'OT, c'est l'ensemble des technologies d'exploitation qui, en somme, rassemblent toutes les compétences dédiées au fonctionnement de l'outil de production, comme les bras robotisés, les machines-outils, les robots, les dispositifs télécommandés. Mais ce qu'on constate généralement, c'est que l'IT et généralement dans tous les domaines, dans tous les secteurs, l'IT est répliqué en temps réel, redondé. L'IT dispose de plans de continu d'activité et de plans de reprise d'activité bien élaborés. Ce qui n'est pas le cas pour les OIV. Les OIV sont attaqués très souvent et quand ils sont attaqués au cœur de leur système d'information, ces attaques sont particulièrement dévastatrices. On a vu les conséquences de ce type d'attaque par Stuxnet contre le nucléaire iranien en 2010, mais aussi en Ukraine en 2015. Il faut le dire, il faut le répéter, les attaques sont fréquentes, mais n'aboutissent pas généralement. Oui, et pour le cas du Sénégal, pour Sénélec, si on s'y attarde un peu, c'est quoi le dispositif? Oui, on a une DSI assez aguerrie, on a des protocoles, on a des procédures. Donc, Mais être aguerri ne suffit pas, vous êtes d'accord? Oui, il faut toujours être aux aguets. C'est-à-dire que savoir ce qui se passe dans le monde, quels sont les types d'attaques, quels sont les REDI, faire les mises à jour. Et c'est très important d'être toujours en veille active. Oui, mais on a vu ailleurs, on a beau être en veille, on a beau être aux aguets, on a beau comprendre les enjeux, toujours est-il que ça ne suffit pas. Est-ce qu'au Sénégal, on a cette conscience du niveau du danger vu un peu sous cet angle? Oui, je pense qu'il faut juste mettre le prix, avoir la conscience. On est sorti des grandes écoles comme tout le monde, comme tous ceux qui gravitent dans les autres entreprises. Mais justement, Ahmad Kama n'est sorti d'aucune grande école côté cybersécurité. Il a hacké la Tesla 3. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu peut-être les paradigmes aujourd'hui et ne pas penser qu'il faut sortir forcément d'une brillante école pour être brillant et par conséquent être à l'abri des cyberattaques? Absolument, c'est qu'en fait, mais il faut avoir au moins une base. Je pense que Ahmad n'est pas. Il faut partir de quelque chose. Il faut au moins partir de quelque chose. Ahmad est sorti d'une école, à la limite. Je pense que si je comprends bien, il est sorti de l'UGB. Voilà, donc c'est une grande école aussi. C'est quelqu'un qui a une bonne base. Les mathématiques, ça vous donne. J'aime beaucoup les mathématiques. Ça vous donne une certaine logique. Voilà, une certaine façon de comprendre les choses très facilement. Alors, il faut voir les choses autrement, certes, mais quand même, il faut avoir des bases assez solides. Et ça vous prend combien en termes de coûts pour protéger une société comme la vôtre, Sénélec? Oh, c'est difficile à dire. Quelqu'un disait, je cite, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Je voudrais rappeler que Sénélec est concessionnaire de la production, du transport, de la distribution
et de la vente de l'énergie électrique. Mais également, Senelec, dans son périmètre, doit identifier des secteurs porteurs pour les réaliser. Voilà. Mais vous pouvez l'imaginer, avec cette toute responsabilité en tant que prestataire et concessionnaire de services publics, que c'est protéger une telle société est une responsabilité nationale dans son domaine. C'est très coûteux de protéger une société pareille. Alors, mais à mon humble avis, je pense qu'il faut un fonds, carrément mettre en place un fonds de soutien à la cybersécurité des opérateurs de services essentiels. Un fonds qui permettrait de renforcer le dispositif de sécurité des opérateurs d'importance vitale qui sont tributaires de leur système informatique. On parle souvent de services essentiels parce que l'interruption de ces derniers aurait un impact significatif sur le fonctionnement de l'économie et de toute la société. On a tout à l'heure parlé de la sensibilisation des dirigeants aux enjeux nouveaux aujourd'hui quand on parle de cybersécurité. J'aimerais vous entendre là-dessus à nouveau. Est-ce qu'au Sénégal, vous avez cette impression qu'on comprend très bien les risques côté autorité? Oui, le risque est compris. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a des organes qui sont là pour lutter efficacement contre ces attaques et qui font de la veille. Je parle des autorités, de la réception du message de ces écoles dont vous parlez par les autorités. Je parle même pas seulement que des écoles, je parle aussi des organes qui ont été mis en place par l'État. Je pense que le problème est bien compris, on sait l'enjeu, on sait que c'est énorme, on sait qu'on n'est pas... Vous savez, dès qu'on est dans ce monde-là, on subit les risques. Et parmi les risques les plus imminents dans l'informatique, c'est les cyberattaques. Alors, l'État a mis en place un certain nombre d'organes. Il y a aussi le ministère qui s'occupe de l'économie numérique et des télécommunications, qui a un volet assez important. Un plan d'ailleurs, oui. Sénégal numérique 2016-2025. Je parlais d'ailleurs de la stratégie cybersécurité du ministère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette stratégie qui va donner naissance aux directives nationales de sécurité qu'on va épancher, qu'on va mettre en place. Et ces directives nationales de sécurité vont tomber jusqu'au niveau des OIV. Oui, mais est-ce qu'une stratégie, elle nous fait évoluer? Est-ce que, certes, il est bon d'avoir une stratégie, les grandes lignes, les orientations majeures, mais est-ce qu'après, le travail ne devrait pas être un travail de terrain? Oui, un travail de terrain, effectivement, parce qu'en dehors de la stratégie, il faut mettre en place des CERT. Des CERT, c'est un centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques. Les CERT, généralement, sont destinés aux entreprises et aux administrations. Mais au-delà du CERT, je voudrais revenir sur un concept nouveau. C'est pas nouveau, mais quand même, on l'a pas encore expérimenté au Sénégal. C'est les CERT IST, spécialement dédiés au secteur de l'industrie, des services et du tertiaire. Ce type de CERT pourrait être à l'initiative des sociétés d'eau, d'électricité, de télécommunications si vous voulez, des sociétés minières, mais aussi des sociétés nationales autour de l'exploitation du gaz et du pétrole. Alors, je pense que pour mettre en place un type de CERT de ce genre, chacune des parties prenantes que je viens de citer tout à l'heure, Senelec y compris, pourrait avoir un représentant, c'est-à-dire un expert dans la cybersécurité des systèmes industriels. Rappelons-le, le CERT en question est généralement une équipe de sécurité opérationnelle composée d'experts de différents domaines, ceux qui luttent contre les malwares, qui font des tests d'intrusion, qui font de la veille, qui luttent contre la cybercriminalité, qui font aussi du forensique. Alors, c'est une équipe carrément de sécurité opérationnelle qui aura pour charge de prévenir, mais aussi de réagir en cas d'incident de sécurité informatique, tout en assurant en amont, bien entendu, une veille sécuritaire. Souley Gueye, directeur, ou plutôt conseiller technique du directeur général de Senelec, conseiller technique en SI, en système d'information. Notre invité ce dimanche sur e-radio. Nous parlons à présent, bien entendu, on vient d'évoquer un peu les CERT, comme on les appelle, les télécommunications à présent. Souley Gueye, c'est un sujet majeur. Il a été agité un temps l'idée de mettre en place un opérateur de téléphonie côté Senelec, bien entendu. Que devient ce fameux projet? Un projet intéressant, c'est un sujet croustillant pour nous parce que, écoutez, vous savez, dans le cadre de l'exploitation de son réseau, Senelec actionne des dispositifs télécommandés depuis un centre de commande qui se trouve ici à Dakar.
c'est des interrupteurs télécommandés à distance qui portent la plupart du temps des SIM, des cartes SIM à l'intérieur pour recevoir les commandes. Imaginez-vous que dans certains cas, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, ces dispositifs télécommandés se trouvent dans des zones non couvertes par les opérateurs de télécommunications. Alors, Ousmane, dans ces cas-là, Senelec devient son propre opérateur pour faire fonctionner ces dispositifs télécommandés. Un autre exemple, dans le cadre du projet pilote FD Sud qui est le fonds de développement du service universel de télécommunications. Avec Manel Fall, que l'on salue au passage. Et puis Madame Doy aussi, que je salue au passage. Senelec est appelé à être le prolongement des opérateurs au niveau des zones du pays qui sont géographiquement très éloignées et qui ne sont pas économiquement non rentables, qui ne sont pas rentables économiquement pour les opérateurs. Car aller desservir un hameau de 10 cases, je ne pense pas qu'un opérateur, ce soit le dada d'un opérateur. Je pense qu'il faut vraiment que Senelec soit le prolongement de ces opérateurs dans ces zones-là éligibles pour que ces zones puissent bénéficier d'une certaine connexion. Un autre élément non négligeable, c'est qu'en 1987, il y a plus de 33 ans, je pense que Senelec avait signé une convention avec le premier opérateur de téléphonie au Sénégal. C'est cette convention qui a permis jusqu'à présent qu'il y ait une utilisation commune de nos supports. Voilà, on appelle ça des supports hauts, c'est les poteaux. Voilà, donc l'opérateur en question met sur nos poteaux c'est sa fibre et ses lignes téléphoniques. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé, Ousmane. L'État du Sénégal, pour une mutualisation des infrastructures, avait publié un document stratégique Sénégal numérique 2016-2025. La SN 2025, comme on l'appelle. Voilà, comme on l'appelle. Il y a aussi, entre-temps, depuis 1987 à maintenant, il y a eu l'avènement de nouveaux opérateurs. L'écosystème s'est bien enrichi. Des opérateurs qui souhaiteraient aussi, à l'instar du premier opérateur, de bénéficier du réseau de Senelec, pour mettre leur fibre. Un troisième point non négligeable, c'est que Senelec doit impérativement aussi observer une certaine équidistance par rapport à tous ces opérateurs. Maintenant, considérant tout ceci, il est important aujourd'hui de proposer aux opérateurs qui le désirent, à tous les opérateurs, je dis, des services de colocation de nos supports. Quand je dis support, je parle des poteaux bois, des poteaux béton, des poteaux, quand je dis poteaux béton aussi, poteaux bois, c'est du réseau de distribution basse tension qui se trouve dans les quartiers. On peut leur proposer aussi nos antennes radio, nos locaux techniques, aussi nos regards d'interconnexion. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres ouvrages qu'on peut proposer. Souley Gueye, notre invité ce dimanche sur e-radio, Senelec qui loue, qui met son matériel à disposition des opérateurs, mais est-ce qu'on ne devrait pas le faire dans un cadre plus global quand on sait qu'il y a un décret déjà sorti sur le partage des infrastructures? Vous vous situez comment sur ce volet-là avec les autres opérateurs? Est-ce qu'il y a un cadre global d'échange, de partage, de mutualisation, de tous ces mots qui ont en commun l'idée de partager l'infrastructure? Oui, il y a déjà le document qui est un document stratégique assez important, SN 2016-2025. Alors, ce document qui est le guideline du partage des infrastructures, je pense que ça c'est déjà quelque chose, mais il y a aussi les autorités de régulation que sont la RTP et notre autorité de régulation qui est la CRSE, qui encadre tout ça là. Alors je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre des conventions entre Senelec et les sociétés de télécommunications pour pouvoir utiliser en fait nos supports de manière à ce que tout le monde puisse en gagner et puis que ce soit au moins une société indépendante qui offre ce type de support. Oui, et est-ce que l'avènement de la nouvelle société qui va remplacer l'ADIE, est-ce que ça devrait y jouer prochainement? Oui, absolument, parce que si on a senti le besoin de changer l'ADIE en une autre structure, je pense que c'est parce qu'on a une vision beaucoup plus vaste que nous, une vision 360 degrés du chef de l'État, qui donne les directives dans ce cadre-là. Voilà. Mais sachez que Senelec aujourd'hui dispose d'un vaste réseau de fibres optiques à travers tout le pays. C'est actuellement l'entité indépendante la plus convoitée pour son envergure.
Ensuite, comme vous le savez, toutes les sociétés d'électricité disposent d'un réseau de télécommunications, c'est-à-dire un réseau de fibres optiques, de matériel d'interconnexion, pour la téléconduite de ces dispositifs télécommandés à distance. Alors, qui peut le plus, peut le moins, comme vous le savez. Donc, si on a ces dispositifs-là, si on a ce réseau de fibres, on peut bien sauter le pas. Et maintenant, sauter le pas, c'est ça vient d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait une stratégie qui sous-tend tout ceci, et puis sauter le pas vers la téléphonie grand public, il faut vraiment que ce soit bien étudié. Certes, le cadre existe, le cadre pour le partage et la mutualisation de l'infrastructure, mais toujours est-il qu'on entend certaines complaintes d'opérateurs qui disent nous ne pouvons pas être là les premiers à avoir une infrastructure disons d'une ampleur assez intéressante et après devoir partager avec les autres. On entend souvent cet argument. Est-ce qu'il est recevable? Non, pas du tout. Enfin, en ce qui nous concerne en tout cas, parce qu'on est une société nationale, donc on n'est pas dans cette optique-là, on n'est pas dans cette philosophie. Je pense que c'est au contraire, il faut partager, parce que sinon on risque de détériorer l'environnement. Parce que si chacun se lève, si chaque opérateur se levait aujourd'hui pour mettre ses câbles partout, mettre ses supports, ça risque de détériorer en fait l'environnement. Ce serait bien qu'il y ait un opérateur qui va fédérer tout ceci, et que Senelec aussi puisse partager ses points hauts. Ces points hauts, ce sont ses antennes, ces mâts. On a des mâts de 30 mètres. On a des supports qui existent, donc on peut bien, à travers des conventions qui seront nouées avec les opérateurs, faire profiter aux opérateurs en fait de ces points hauts-là. Vous parlez tout à l'heure d'une agression au pluriel contre l'environnement. Est-ce que, à un certain moment, ce n'est pas à l'État quand même de faire preuve d'un peu plus de fermeté en disant stop, par exemple, il y a désormais une certaine façon de s'y prendre quand on parle de l'aménagement numérique du territoire, qu'on doit éviter la redondance, l'agression contre l'environnement, non-route, par exemple? Oui, ça il faut le dire. Je pense qu'il faut vraiment une position assez ferme de l'État. Moi, je parlerai plutôt d'une agression de manière généralisée, parce que ce soit la voirie souterraine, que ce soit aussi les tranchées qu'on met sur les routes, parce que vous marchez à chaque 2 mètres, vous voyez quelqu'un qui a ouvert une tranchée pour poser des câbles ou bien faire passer des fibres. Alors, ou bien quelqu'un qui accroche on voit ici les câbles distributeurs qui prennent d'assaut la ville, qui tirent des câbles partout où ils veulent. Mais bon, tout ceci doit être encadré. Je pense qu'il faut vraiment que l'État sévisse et puis prenne des décisions fermes contre ce type d'agissement. Parce que la voirie souterraine déjà, c'est-à-dire que le câblage souterrain doit être aussi du ressort de l'État. Il faut que l'État dise qu'en fait, ça fait partie du patrimoine national, ça fait partie du domaine national. Il faut vraiment que, je pense que c'est l'AGEROUTE qui s'en occupe, que l'AGEROUTE donne des directives, donne une stratégie de câblage à la limite. Tout le monde. De l'Internet avec les poteaux de Senelec, on en a parlé très rapidement. C'est possible aujourd'hui puisque c'est également une idée agitée un peu dans le secteur il y a quelque temps. Oui, je l'ai dit tantôt, parce qu'on a un réseau de câbles assez maillé partout au Sénégal. On collabore avec les opérateurs pour leur servir d'extension dans certains réseaux. Dans certaines parties du pays, on n'a pas d'opérateurs qui couvrent ces zones-là, mais Senelec demeure quand même son propre opérateur dans ces zones-là. Alors, comme je l'ai dit tantôt, qui peut le plus, peut le moins. Si on a ce type de dispositif, on peut bien sauter le pas. Maintenant, vous manquez d'ambition? Non du tout, c'est juste que je pense que tout ceci doit être étudié. Parce qu'on ne comprend pas que d'un côté, on ait autant d'infrastructures et de l'autre qu'on donne l'impression de ne pas vouloir y aller en matière de distribution d'Internet, entre autres, de démocratisation de l'accès à la technologie. Oui, vous savez, je pense qu'il faut d'abord baliser le terrain. Baliser le terrain, c'est quoi? C'est d'abord parler avec les autorités de régulation, parce que... Mais vous ne parlez pas avec les autorités de régulation depuis que vous êtes là, comme Senelec? Si, parce que... C'est quoi le problème? D'abord, Senelec, c'est une société régulée. Voilà, régulée qui a son autorité de régulation qui s'appelle la CRSE.
la commission de régulation du système d'électricité, autorité de régulation qui prend en charge ou bien qui prend la décision de fixer ce qu'on appelle le RMA. Le RMA, c'est le revenu maximum autorisé. Alors, or, quand on est dans un secteur régulé, toute activité génératrice de revenus, parce que quand on loue nos poteaux, on va générer des revenus, on va faire de la plus-value, ces activités doivent nécessairement être déclarées et prises en compte dans le RMA. Non seulement dans le RMA, mais aussi dans la formule de contrôle des revenus fixés pour une période bien donnée. Alors, l'ajout de nouvelles activités génératrices de revenus impliquerait, tu le sais bien, beaucoup d'autres choses, comme l'ajustement des tarifs de Senelec. Parce qu'on ne peut pas faire des revenus et puis que ces revenus ne soient pas pris en compte par l'autorité de régulation, d'une part. Maintenant, d'autre part, il y a l'ARTP, il faut conjuguer avec. Donc, en résumé, comme je le disais tout à l'heure, il faut bien baliser le terrain, discuter avec les deux opérateurs de régulation. Bref, ça devient lourd. Assez lourd, mais quand même, je pense qu'on peut y arriver. Souley Gueye, conseiller technique du directeur général de Senelec en SI en système d'information, nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause de 25 minutes, le temps de laisser passer les informations de ce jour et l'on se retrouve juste après. Ousmane Gueye sur iRadio. Souley Gueye, conseiller technique du directeur général de Senelec en SI en système d'information. Notre invité ce dimanche sur iRadio depuis 25 minutes. Souley Gueye, nous parlons bien entendu de Senelec dans un contexte numérique, la Société nationale d'électricité qui se connecte bien entendu à son environnement, j'ai envie de dire à son nouvel environnement, un nouvel environnement de tous les jours parce que bien entendu le numérique s'invente et se réinvente tous les jours. Très rapidement, nous restons ou nous revenons, nous parlons un peu, nous reparlons télécom Souley Gueye, si vous êtes d'accord, avec ce projet également, quand on parle de mutualisation, la fibre optique, depuis quelque temps, on parle de son dégroupage au Sénégal. Vous en dites quoi? Il faut y aller parce qu'il y a quelques obstacles aussi. Oui, il faut y aller, mais c'est qu'en fait, si la fibre appartient à une entité privée, c'est un peu compliqué de faire du dégroupage parce que chaque entité privée qui détient de la fibre veut conserver une certaine avance. Parce qu'en matière de concurrence, encore une fois, il faut non seulement avoir une avance, mais conserver l'avance. Je ne vous apprends rien quand je vous rappelle que pour les acteurs, pour les observateurs, désormais la concurrence ne doit plus se faire sur l'infrastructure, mais les services. Oui, mais c'est dommage, c'est le cas, parce que certains qui ont la fibre prennent de l'avance depuis quelque temps, ils déploient leur fibre partout, ils conservent, ils n'ont pas fait de découpage, c'est leur cuisine interne. Donc encore une fois, je dis tout simplement que... Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est des enjeux quand même suffisamment vitaux, suffisamment importants pour qu'on n'en fasse plus de cuisine interne, mais qu'on en parle publiquement, ouvertement? Est-ce que de ce point de vue, je reviens à ma question tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas à l'État de faire preuve de plus de fermeté là-dessus aussi? Absolument. En fait, moi j'ai vu un cas assez intéressant, c'est aux îles Maurice. Alors, au niveau de l'île Maurice, je pense que la principale île, la plus grande île, la société d'électricité qu'on appelle CEB, la Central Electricity Board, a bien choisi de mettre à profit sa fibre aux opérateurs. Les opérateurs utilisent la fibre optique de la société d'électricité. Donc, ils sont tous à équidistance, ils utilisent la fibre. Donc, quand tu es opérateur aux îles Maurice, donc, vous ne mettez pas votre fibre, vous venez emprunter une partie de la bande passante de la fibre qui a été déposée par la société d'électricité. Vous louez? Vous louez carrément. Donc, ils ont créé une filiale qui s'appelle FiberNet, carrément, qui s'occupe de cette infrastructure. Alors, au Sénégal aussi, on devait peut-être penser à faire ça. Si maintenant... le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, si l'entité qui détient plus de fibres, elle est privée,
là, ça pose des problèmes. Et qu'est-ce que ça demanderait comme condition au préalable pour Senelec, par exemple, si la société voulait devenir ou mettre en place un opérateur de téléphonie? On y revient un peu. Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'il faut baliser le terrain. Baliser le terrain, c'est juste parler avec les opérateurs, enfin les autorités de régulation, que ce soit la RTP comme la CRSE. Je l'ai dit tantôt, pour nous, de mettre en place de nouveaux relais de croissance, si on met en place aussi de nouveaux secteurs, de nouvelles activités génératrices de revenus, il faut vraiment que ces revenus soient déclarés au niveau de la commission de régulation du secteur de l'électricité, parce que ces revenus seront pris en compte dans le calcul du prix de l'électricité après. Mais en même temps, vous n'êtes pas sans savoir que pour les observateurs, un quatrième opérateur à l'essence globale ne serait pas bienvenu au regard de la taille du marché au Sénégal. Vous en êtes conscient aussi? Oui, mais le marché n'est pas grand, ça il est vrai, mais quand même je pense qu'il faut scinder le marché, parce que le marché, c'est la téléphonie, c'est l'accès à Internet, c'est les fournisseurs de services informatiques, les fournisseurs de services Internet. Alors, être FAI n'est pas forcément être opérateur de téléphonie. Alors, il faut vraiment qu'on sache que tout le monde peut y manger. Ça, c'est un grand gâteau, chacun peut prendre sa part. Alors, un FAI n'est pas forcément un opérateur de téléphonie. Nous allons à présent parler de domotique, définie comme l'ensemble des techniques qui permettent de centraliser le contrôle de différents appareils de la maison ou d'un bâtiment. On retrouve la domotique chez les particuliers, mais aussi dans les entreprises, par exemple. Je définis parce que ça peut être très savant comme terme pour certains de nos auditeurs. De plus en plus, des startups innovent avec une meilleure gestion de l'électricité, le contrôle de la consommation à distance, par exemple. Quelle collaboration avec ces jeunes innovateurs? Ousmane, c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est valable pour Senelec l'est aussi pour toutes les autres sociétés de la place. Parler des startups nous amène à parler des jeunes. Vous savez, les jeunes sont porteurs d'idées et de changements dans le monde. Alors, d'ailleurs même, il y a une étude très sérieuse qui a montré que les jeunes de moins de 30 ans ont créé le quart du nombre total d'entreprises qui ont vu le jour en 2015. Alors, et croyez-moi, cette proportion est encore beaucoup plus importante lorsqu'il s'agit de start-up numériques. Les jeunes ont une appétence dans le domaine. Alors, les jeunes sont naturellement portés vers la transformation numérique dans les entreprises. Alors, chez nous, ça explique une chose très importante. On est en quête de relais de croissance. Et on sait que, définitivement, il nous faut ces jeunes pour entrer dans le plein pied, dans notre transformation numérique. Alors, nous avons à Senelec mis en place une cellule R&D au niveau de notre centre de formation. R&D, recherche et développement. Voilà, au niveau de notre centre de formation pour réfléchir sur l'avenir de la profession. Nous avons aussi des conventions avec des écoles de formation, des grandes écoles de formation. Nous comptons aller plus loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons proposer aux écoles, aux enseignants, aux formateurs, un nouveau curricula de formation, plus adaptés, parce que c'est très intéressant aujourd'hui qu'un étudiant puisse sortir directement de l'école pour aller en entreprise sans pour autant qu'il y ait des ruptures. Alors, ces curricula doivent être réadaptés aux conditions actuelles. Alors, ta question m'amène aussi à parler de l'intelligence collective, qui est, tu le sais bien, voilà, si tu me permets de tutoyer. Bien sûr. Voilà, qui est tout de même un levier important de résilience en entreprise. À Senelec, nous comptons non seulement sur l'intelligence collective, mais aussi sur le mentorat inversé. Alors, ceci pour mener à bien notre transformation numérique déjà amorcée. Alors, le mentorat inversé, c'est un mot assez bizarre qui dit que c'est quand les jeunes apprennent aux anciens, je ne dis pas aux vieux, mais aux anciens de nouvelles technologies. Alors, vous le savez mieux que moi, grâce à l'environnement numérique dans lequel ils ont baigné, ces jeunes ont des compétences en matière d'outils numériques que les anciens n'ont pas forcément. Alors, je pense que ce type de brassage entre les jeunes et les anciens permettent
démultiplier en fait la puissance cognitive de l'entreprise. Je pense que ce serait bien qu'on mette ensemble ces deux formes de connaissances, voilà, jeunes et vieux. Oui, mais l'auditeur, le start-upper pourrait dire, mais c'est très bien, Souley Gueye, tout ce que vous dites, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour nous, experts de la domotique, qui sortons des écoles de formation et qui ne demandons qu'à travailler avec, bien sûr, des idées brillantes derrière? Oui, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que nous avons une stratégie carrément qui va vers les écoles de formation. On reçoit des corps Qui va, c'est un projet ou actuellement c'est le cas? Qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on reçoit souvent des corps d'étudiants qui viennent. Souvent. Très souvent même, qui viennent faire un insight. Un insight, c'est une immersion carrément, voir comment ça fonctionne l'entreprise déjà. Parce que ce qui est le plus difficile pour les étudiants, c'est de savoir la différence entre l'école et l'entreprise, parce qu'ils viennent avec des idées, ils ne savent pas comment se tenir, ils ne savent pas comment échanger. Les adapter carrément, voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à voir dans nos métiers qu'est-ce qui intéressait les jeunes. Et troisièmement, essayer de prendre les meilleurs d'entre eux. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu fermé à l'innovation? Absolument pas. Je peux vous dire, parce que la domotique, ça nous connaît. Je vous donne un exemple. Nous avons des projets de CPL au niveau de certains sites. CPL, c'est le courant porteur en ligne. Beaucoup de nos sites sont câblés ainsi. Donc, ils reçoivent non seulement l'électricité, mais sur la même prise, vous pouvez aussi avoir l'Internet. Alors, on n'est pas fermé à l'innovation. Au contraire, on reçoit beaucoup d'étudiants. On a une DSI dynamique qui crée, qui innove et qui donne de nouvelles directives dans le sens. Est-ce que par exemple chez vous, il y a des solutions qui permettent de contrôler à distance sa consommation d'énergie, de couper tel appareil plutôt qu'un autre à 6000 km du Sénégal? Absolument, c'est faisable parce que déjà, on a des... Est-ce que c'est le cas? Je ne dis pas si c'est faisable ou pas. Est-ce que c'est déjà le cas chez vous? Je vous disais tantôt qu'on a des dispositifs qu'on appelle des IT. Des IT, c'est des interfaces télécommandées interrupteurs. C'est des interrupteurs qu'on commande on peut être à Dakar et les commander quand ils sont à Tamba. Alors, si on arrive à le faire pour l'électricité, on peut le faire pour la domotique. Donc, c'est juste une application au niveau des domestiques. Donc, oui, et est-ce que c'est pour le grand public ou c'est pour les clients VIP, comme vous dites chez vous? Non, pour le moment, c'est pour les postes de courant, les stations, comme on les appelle chez nous. C'est pas encore utilisé dans les maisons. Vous parliez de fonds pour la gestion des cyberattaques, par exemple, quand on parle des opérateurs vitaux comme Senelec. Est-ce que, je vous retourne un peu votre question ou votre plaidoyer, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un fonds pareil pour le soutien à l'innovation chez les jeunes, chez les startups, pardon? Oui, vous savez, Ousmane, c'est dommage que chacun se mette dans son coin pour innover pour innover. Parce que dès qu'on sort avec des connaissances livresques, on pense qu'on peut tout faire. Mais je pense qu'au niveau national, il faut qu'il y ait une certaine synergie. Mais l'innovation, elle est réelle, l'impact est réel, c'est ça aussi la vérité. L'impact est réel, mais quand même, il ne faut pas recréer la roue, il ne faut pas recréer le fil à couper le beurre à côté. Il y a des choses, par exemple, la science ne fonctionne pas comme ça. Le progrès de la science, c'est quoi? C'est que vous faites quelque chose, je viens faire quelque chose sur ce que vous avez fait. C'est ça ce qu'on appelle la progression. Mais pas laisser que quelqu'un soit à côté ici, en train de recréer la roue, alors que ça a été créé quelque part au Sénégal. Donc ce qu'on doit faire, ça c'est mon avis personnel, qu'il y ait une synergie globale, des innovations, qu'il y ait des orientations stratégiques qui viennent de l'État pour dire, en fait, je voudrais que vous réfléchissiez dans ce domaine-là, dans ce sens-là. Oui, mais l'État est souvent en retard. Je ne vous apprends rien. L'État, c'est également ses lourdeurs administratives. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'innovation va plus vite que le droit. Les États s'adaptent aux jeunes innovateurs et non l'inverse. Mais absolument, mais quand même au ministère de l'enseignement supérieur, on appelle le ministère de l'enseignement supérieur et des innovations, c'est-à-dire que... De l'innovation, de la recherche et de l'innovation. Donc à l'intérieur, il y a une direction qui s'en occupe. Donc je pense qu'au niveau de cette... Est-ce qu'il n'arrive pas que cette direction soit dépassée par les innovateurs?
Peut-être, mais je pense que ils doivent essayer de fédérer en fait l'ensemble de ces jeunes, essayer de les mettre dans des startups ou bien même dans un format assez convivial pour eux, pour pouvoir au moins voir ce qu'ils font et essayer de donner des orientations stratégiques par rapport à l'innovation. Pour avancer là-dessus, est-ce que ce ne serait pas plus simple que chaque département ministériel, par exemple, mette en place un cadre d'échange, de dialogue avec les startups qui travaillent sur son domaine d'activité et essayer de voir comment récupérer ces idées, comment les pousser, comment les financer pour le grand bénéfice des Sénégalais, parce que nous tous, nous travaillons pour les Sénégalais, pour un meilleur vécu des Sénégalais. Oui, mais je plaiderais plutôt pour une synergie globale, c'est-à-dire que pas chaque ministère, mais au moins qu'il y ait quelqu'un qui fédère, qui centralise l'ensemble de ces innovations-là. C'est le ministère de l'économie numérique, si tout se passe bien. Oui, mais quelque part, mais il y a la direction d'innovation technologique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui pourrait voir en fait qu'est-ce qui se fait, par exemple dans le domaine des fintech. Vous voyez à chaque coin de rue des applications numériques qui vont dans le sens du paiement électronique et tout ça là. Mais il faut dépasser ça. Il ne faut pas faire que du paiement électronique. Il y a quelqu'un qui a pensé à faire un agrégateur de paiement. Il faut que quelqu'un d'autre pense aussi à faire autre chose parce que on parle de plus en plus d'ailleurs de nanocrédit. De nanocrédit, donc il faut aller dans ça. Il ne faut pas vraiment que chacun... Qu'il y ait une redondance, une saturation. Voilà, une saturation des solutions. Des solutions, les mêmes solutions répétées partout. Alors je pense, comme je disais tout à l'heure, il faut au moins une stratégie globale carrément qui va donner l'axe à suivre. En quoi le digital plus globalement aide à une meilleure gestion de l'électricité dans nos pays comme le Sénégal? Ousmane, je suis convaincu que la transformation numérique est une nécessité. Ce n'est pas une option. Alors là, définitivement, c'est une nécessité. Pour que des sociétés comme Sénélec l'adoptent, il faut qu'on l'adopte partout. Les banques, les OIV, les OSE. Alors, OSE, décidément, on en apprendra beaucoup. Les OSE, c'est les opérateurs de services essentiels. Donc, en tout cas, nous, à Sénélec, nous constatons une amélioration des résultats, mais aussi depuis quelque temps, mais aussi une optimisation de nos performances opérationnelles, parce qu'on utilise de nouveaux outils. Nous avons aussi noté ces dernières années une réelle évolution de nos métiers et de nos pratiques. Du Wi-Fi via la lumière, c'est déjà lancé en Côte d'Ivoire par un certain Jean-Frédéric Balma, que beaucoup connaissent. Où en est-on du côté de Sénélec si un tel projet intéresserait Dakar, le Sénégal? Oui, ça pourrait bien intéresser le Sénégal, Dakar, là, dans sa nouvelle ville. Alors, le LiFi, c'est une nouvelle manière... LiFi-LED. LiFi-LED, enfin, comme on dit, c'est une nouvelle manière de transmettre les données. Donc, on connaît la Wi-Fi, on connaît la fibre optique. La fibre optique utilise un canal de fibre avec la lumière pour transmettre l'information. Le LiFi transmet l'information à travers l'environnement, à travers l'air. Donc, on pouvait bien imaginer dans la ville de Diamniadio mettre en place des lanternes publiques qui pourraient carrément, dans les cités fermées, transmettre la connexion Internet. Alors, mais chez nous, on n'en est pas encore là. On est plutôt du côté du courant porteur en ligne. Alors, nous avons mené à bien des projets de CPL, de courant porteur en ligne, dans beaucoup de nos sites. Et je pense que pour le LiFi, nous pensons que ceci rentrerait bien dans le cadre du projet de Smart City. Oui, et restant toujours sur l'innovation, comment Sénélec se réinvente à l'heure des bâtiments intelligents, par exemple? Oui, le Smart City, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme je viens de le dire tout à l'heure. Les villes intelligentes. Les villes intelligentes. Alors, Sénélec a une politique vers les Smart City. Alors, c'est quoi? En quoi faisant? Parce que quand vous construisez votre bâtiment, il faut prendre en compte en fait toutes ces exigences d'ensoleillement, de lumière, de la gestion des couloirs, d'optimisation de l'énergie. De l'énergie carrément, parce que dans certains cas, vous voyez dans certaines maisons, dans certaines parties de la maison, les gens sont obligés chaque fois d'allumer la lumière, alors que on peut construire la maison de telle sorte qu'il y ait de l'ensoleillement dans la journée et puis qu'on dépense moins en énergie, voilà,
dans les domiciles. Comment faire en sorte que ces beaux réflexes rentrent dans les habitudes des Sénégalais ou entrent plutôt? Oui, c'est juste, il faut que le Sénégalais moyen aille vers l'information. Je pense que ça existe quelque part, on le fait, mais il faut vraiment que, peut-être aussi en ce qui nous concerne, communiquer là-dessus. Souley Gueye, directeur conseiller technique du directeur général de Sénélec en charge des systèmes d'information, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Plus globalement, nous sommes vers la fin de cette émission. Plus globalement, votre regard sur l'écosystème numérique au Sénégal, pour vous qui voyagez régulièrement, on parle beaucoup effectivement de l'île Maurice, on parle du Rwanda. Le Sénégal se situerait à quel niveau selon vous? À un niveau acceptable. Voilà, parce qu'il ne faut pas aussi être prétentieux, parce qu'il y a des choses qui se font là-bas qui ne se font pas ici, mais il y a aussi des choses qui se font ici qui ne se font pas là-bas. Alors, il faut juste encore une fois qu'on aille voir ce qui se fait là-bas, qu'on ne fait pas ici, et qu'on puisse le faire nous-mêmes. Plus concrètement maintenant, est-ce que dans quel domaine, par exemple, le Sénégal se montre champion? On est très innovateur au Sénégal. Vous avez vu lors de la première partie de 2020, je pense que c'était... on a vu beaucoup d'innovation au niveau des écoles de formation. Surtout avec la montée du coronavirus. C'est ça. Donc on a vu des innovations se faire dans ces cas-là. On a vu des gosses créer, excusez-moi du terme, mais des jeunes créer des machines, des robots, du gel. Alors on peut bien croire qu'en fait on est pas mal positionné dans ce cas-là. Mais souvent, le problème qui se pose, c'est le suivi. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait derrière un réceptacle de tout ça, de toutes ces innovations. Essayer de faire monter en puissance ces jeunes, essayer de les financer pour que ça donne quelque chose. Et comment adapter l'offre de formation pendant ce temps dans les écoles? Bon, l'offre de formation, c'est déjà revoir le curriculum de formation des écoles. Parce que il ne faut pas former pour former. Je pense que quand on forme, c'est pour que les jeunes aillent en entreprise. Mais si on ne sait pas ce qui se passe en entreprise, c'est très difficile d'adapter en fait ce qu'on forme à l'entreprise. Donc ce qui est mieux, c'est des fois qu'il y ait des consultations entre les centres de formation, les écoles de formation et l'entreprise. Oui, mais d'où justement ces concepts qui mettent en place, par exemple, un parcours entre l'école et l'entreprise, un pont entre l'école et l'entreprise, la théorie et la pratique. Oui, il y a des stages que les jeunes mènent souvent dans les entreprises. Mais il n'y a pas que ça, parce que la plupart des stages, quand un jeune vient en entreprise, généralement, il vient pour une période, on lui donne à faire du courrier, c'est pas ça du tout. Faire un stage en entreprise, c'est carrément apprendre d'abord l'entreprise, connaître en fait ce qu'est l'entreprise, qu'est-ce qu'est la vie de l'entreprise, c'est quoi l'entreprise, comment elle est constituée. Et comment avoir assez d'intelligence émotionnelle pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Parce que les connaissances livres seulement ne suffisent pas. Il faut vraiment qu'on ait une certaine approche pour pouvoir... Les soft skills, comme on les appelle? Voilà, absolument, c'est ça. Oui, et c'est quoi le quotidien d'un conseiller technique ici en système d'information? J'imagine bien que dans ce monde où l'on vit, que le stress est quotidien chez vous. Oui, le stress est quotidien parce qu'il faut surveiller les certes, il faut voir ce qui se passe à l'intérieur, il faut voir ce qui se passe ailleurs, voir les vulnérabilités qui existent, communiquer là-dessus, être en veille, être en avant-garde. Et c'est ça le quotidien en fait du conseiller technique. Oui, et les conseillers, pas ERS, mais accent aigu S, ceux que l'on conseille, autrement dit, ils sont réceptifs à cela? Absolument, ils savent. On passe le temps à écrire des mémos, on leur donne. Des fois, ils nous appellent pour comprendre à peu près dans le fond des choses ce qu'on veut dire vraiment dans ces moments-là. Et puis maintenant, quel serait l'impact si on ne faisait pas ça? Voilà, donc il y a souvent des brainstorming entre les conseillers, ce qu'on appelle le shadow cabinet et les DG. Et la sensibilisation pendant ce temps en direction des populations, elle évolue, elle arrive à obtenir les résultats escomptés? Oui, en cybersécurité, on ne fait pas beaucoup de sensibilisation. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des certes. Parce que je vous dis bien, si vous êtes attaqué ou bien si vous... Je parle des populations. Oui, ce que je dis qu'on peut communiquer on ne communique pas sur tout. On peut communiquer sur ce qui appartiendrait à la population. Par exemple, la population n'a rien à voir avec les attaques cyber.
Tout à fait. Donc, en fait, même ne pas communiquer là-dessus, c'est beaucoup plus stratégique que de communiquer là-dessus. Donc, je parle un peu de l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, de l'utilisation de vidéos qui peuvent s'avérer compromettantes, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Oui, je pense qu'en fait, on a pris un raccourci généralement. Enfin, en Afrique, on prend généralement des raccourcis. Oui, allez-y. Moi, je parle plutôt de l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut être bon en informatique. Moi, je parle de la déontologie, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a des agressions qui existent partout. C'est comme au niveau de la télé aussi. Parce que la télé aussi, des fois, ça montre un contenu qui n'est pas toujours bon pour les enfants. Donc, savoir utiliser l'informatique, c'est une chose, mais savoir ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, vous donnez à votre fils de 9 ans un smartphone, il rentre dans les sites, il va partout où il veut, sans pourtant savoir comment se prémunir, comment se sécuriser. C'est pas bien. Il faut vraiment qu'on communique, qu'il y ait vraiment de la sensibilisation à haut niveau. On devrait faire mieux, autrement dit, dans la protection des enfants en ligne. Oui, mais puisqu'on est obligé d'utiliser, je pense que l'informatique doit être maintenant à l'école de mise. Une matière carrément qui se chargerait d'enseigner, d'apprendre aux enfants comment utiliser les réseaux sociaux, comment, franchement, se sécuriser, comment garder son téléphone portable, comment ne pas rentrer dans tel site. Je pense que c'est important qu'on en parle au niveau de l'école carrément. C'est déjà le cas ou vous estimez que c'est peu suffisant? Je ne sais pas si c'est déjà le cas. En tout cas, dans la plupart des cas, dans la plupart des écoles, c'est pas enseigné. Souley Gueye, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique en système d'information à ESI, comme on dit dans l'écosystème numérique au Sénégal, du directeur général de Senelec. Vous êtes passé par TradePoint, par les médias également, comme chez Excaf Télécom, spécialisé notamment dans la TNT, la télévision numérique terrestre. On vous connaît également à l'ASECNA. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci très chers amis auditeurs pour la fidélité à l'émission E-Tech. Excellent dimanche et excellente semaine.